Bonsoir à tous et à toutes. Alors, je vais donner quelques explications supplémentaires sur la manière de comprendre un livre, et notamment un des miens, mais ça peut s'appliquer pour beaucoup de livres, ce que je vais vous raconter, et c'est très important. En fait, cette vidéo que vous écoutez, que vous regardez là, elle demande beaucoup d'attention. C'est quelque chose de précis, je vais essayer de faire quelque chose de précis, de me répéter pour bien me faire comprendre parce que elle ne s'écoute pas d'une oreille, hein. Donc si vous n'êtes pas prêt à l'écouter attentivement, ne l'écoutez pas du tout. Mais c'est pas un reproche, hein. Il vaut mieux l'écouter avec attention ou ne pas l'écouter, choisir de ne pas l'écouter parce que sinon elle n'aura pas la portée que je souhaite lui donner. Et de la même façon, mes livres, franchement, ce n'est pas forcément un cadeau. Ce sont des livres qui s'adressent à des gens qui sont prêts à essayer de comprendre une énigme finalement. Je pense aux romans et aux nouvelles. Les souvenirs, vous verrez, c'est différent. Je vais en parler également. Et quelqu'un qui lirait d'un œil pour se divertir ou qui serait hypersensible justement, mais pas de la même façon que moi, aura du mal à bien saisir où je veux en venir, à bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de précision. Et la précision, elle est, je sais pas si je suis un comptable ou un mathématicien, mais il y a quelque chose comme ça dans mes livres. Ce ne sont pas des livres poétiques. Ils ont une apparence poétique, mais ils ont un sens, une logique interne très forte. Alors en fait, quand j'écris un livre, je pense notamment, surtout aux romans et aux nouvelles, même si les souvenirs obéissent en partie à cette loi, je crée un univers, vous comprenez bien, ça c'est important, un univers qui est parfois limité à l'espace du livre, mais cet univers se retrouve d'un livre à l'autre, et cet univers a une logique interne. Ce qui fait que la subjectivité, oui, il y a une part de subjectivité quand on lit quelque chose, quand on regarde une œuvre d'art aussi, mais il y a une trame qui n'offre pas de prise à la subjectivité. Ou alors, si vous voyez ça comme quelque chose de subjectif, c'est que mon livre, vous n'êtes pas dans l'univers de mon livre, vous n'êtes pas dans l'univers que j'ai voulu créer, vous n'y adhérez pas, ça ne vous intéresse pas, vous ne le percevez pas. C'est votre droit aussi, hein, de pas aimer ou de pas le voir, cet univers, et vous ne le comprendrez pas, le livre. Voilà, ça c'est très important, et je vais vous expliquer un peu plus, hein. Écoutez attentivement ou arrêtez la vidéo. Voilà, sinon ça ne sert à rien, vous allez perdre votre temps, et moi je vais être obligé de me répéter, et de refaire une vidéo explicative, et qui va me fatiguer, et j'aurai plus envie, ça va me décourager même, hein. Faut pas décourager les auteurs, hein, comme ça. Enfin bon, je rigole. Alors voilà. Alors je vais prendre par exemple le livre qui s'appelle, un livre où le thème, l'univers que j'avais créé obéissait à une loi. C'est-à-dire que les personnages qui étaient impliqués dans ce livre suivaient une loi qu'ils découvraient en même temps que le lecteur, par des textes qu'ils lisaient, des textes du passé, des textes du présent et leur propre vécu à eux. C'était un homme donc qui, en gros, c'est le système des vases communicants. La règle de cet univers, c'est le vase communicant. De cet univers microscopique, finalement, qui se limite à quelques personnes qui sont sensibles à ça, c'est le système des vases communicants. C'est-à-dire, je le répète, je suis un peu redondant exprès, parce que je veux que mon message passe, c'est important pour moi. Alors, c'est un homme qui rencontre un jeune homme, et alors tout de suite, il y en a qui vont fantasmer et dire « Ah ben c'est une histoire homo ». Non, et c'est d'autant plus fort que ce n'est pas une histoire homo. Voilà. Ça aurait pu être une fille, hein. J'aurais dû mettre une fille. Comme ça aurait levé l'ambiguïté, mais je me suis basé un peu sur ma vie réelle. Bon, alors, cet homme n'est pas reconnu en tant que peintre, comme photographe plutôt, on va dire, hein. En gros, je résume à outrance, vous allez comprendre. Et il cherche un sens à sa vie, hein, parce que c'est important pour lui. Donc il rencontre un jeune homme dont il n'est pas amoureux, Ça, il faut le savoir, hein, pas spécialement. Eh bien, ce qui va se passer par un système, là, le mystère est là, en fait. Un système d'échange
un peu comme dans le dialogue des Carmélites finalement. C'est encore un contexte un peu religieux presque. Alors cet homme est en pleine forme, le jeune homme et lui n'arrive pas à apprendre le français, il est limité intellectuellement sans doute, hein. Il n'arrive pas, il rame, il peine, enfin limité peut-être pas tant que ça, mais il a des difficultés pour apprendre le français. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme mûr va par un système, par contre, qui là laisse la place à l'imagination. Ce sont des créatures qui régissent tout ça. On ne sait pas quelles sont ces créatures. On les aperçoit dans la photo qu'il fait au début, d'ailleurs. Hein, ces créatures, elles sont là. Voilà. Mais il ne les identifie pas. Il ne sait pas ce que c'est. Nous, on ne sait pas trop ce que c'est non plus. Moi non plus. Là, la subjectivité, elle est à cet endroit, pas ailleurs. Et donc, il se rend compte en lisant des textes et avec sa propre expérience qu'il va décider finalement d'échanger sa substance vitale, la mettre en quelque sorte petit à petit dans celle du jeune homme qui lui était vide finalement, et ce jeune homme va se nourrir de la substance vitale de l'homme plus âgé mais sans s'en rendre compte, et il va devenir absolument génial au point de vue du raisonnement intellectuel alors qu'il n'était très moyen sans doute au départ. Donc c'est un échange de substances vitales, de vie. Alors c'est un thème qui est même exploité dans la série Chair de poule qui s'adresse aux enfants à partir de 9 ans. C'était d'ailleurs une vieille dame malfaisante qui voulait s'approprier la jeunesse, ingurgiter en quelque sorte, comprenez bien, écoutez-moi bien, hein, ingurgiter la jeunesse de petites filles, et les petites filles devenaient âgées tandis que la vieille dame rajeunissait. Voilà. C'est un vase communicant, on appelle ça. C'est un système des vases communicants. C'est tout bête. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le personnage, il se rend compte que sa vie n'a pas de sens, puisque son art n'intéresse personne. Il a tort d'ailleurs, parce que l'art est intéressant même s'il n'intéresse personne ou très peu de gens. Et il va trouver un sens à sa vie en prenant sa substance et en la mettant en quelque sorte, enfin c'est plus subtil que ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre, dans celle de quelqu'un d'autre, par un système qui lui reste mystérieux. Alors plus l'homme mûr se fatigue, il devient de plus en plus fatigué puisqu'il perd sa substance vitale, et le jeune homme devient de plus en plus performant, de plus en plus efficace parce qu'il a gagné la substance vitale de l'homme plus mûr. Alors ça c'est un échange, c'est un peu comme dans Dialogue des Carmélites, un petit peu ça se rapproche de ça, quand la première prieure prend la mort de Blanche de la Force, ce qui fait qu'elle meurt en ayant peur de la mort, mais ce n'est pas sa mort. Elle prend la mort d'un autre par sens du sacrifice et de la charité, du sacrifice de soi-même. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir, et qui n'est pas dicté par le sexe, et qui fait que Blanche va mourir de la mort de la prieure. Elles ont échangé. Là, c'est pas vraiment les vases du communicant, c'est plutôt l'échange carrément. Quoi qu'on échange de la substance dans le roman dont je vous parle. Là, donc, hop, la mort de celle qui a peur de la mort passe dans celle qui n'a pas peur de la mort, et celle qui n'a pas peur de la mort donne sa mort sereine à l'autre. Voilà, c'est un échange. Ce sont des principes religieux. Donc ceux qui ont fait de la théologie comprendraient tout de suite. Hein. C'est un échange. Donc la première prieure, elle n'a pas peur de la mort. Blanche de la Force a peur de la mort. La première prieure donne sa mort idéale et agréable à Blanche de la Force, qui du coup meurt, qui par conséquent, meurt sereinement. Et Blanche de la Force donne sa mort de peur à la première prieure, qui elle meurt de façon très difficile. Mais c'est un sacrifice d'elle-même qu'elle a fait. Voilà. Et là, pareil, cet homme mûr se sacrifie pour la génération future. Ça peut être pris symboliquement comme ça aussi. Il donne un sens à sa vie en donnant ce qu'il a en lui à ce jeune homme dont il n'est pas amoureux. Il a une certaine affection, mais il n'en est pas amoureux. Ça aurait pu être une fille, et j'aurais dû faire une version avec fille, parce que l'ambiguïté aurait été levée. Hein. Et par contre, donc il découvre ce processus en lisant des textes qui datent plus anciens, où d'autres hommes, d'autres femmes ont fait la même chose. Alors par contre, ce qu'il ne sait pas tout de suite, c'est qu'il y a une contrepartie, c'est-à-dire que certes, il va mourir avant l'autre d'épuisement, puisqu'il aura donné toute sa substance au jeune homme, mais il va en compensation bénéficier d'une après-vie extraordinaire.
On ne la connaît pas, cette après-vie, mais sa mort est très poétique. Pourquoi il y a une ambiance poétique qui peut être fausse, la compréhension de ce livre? C'est parce que c'est un beau sentiment, c'est beau de se sacrifier pour les autres, c'est tout, c'est de la beauté. Voilà des choses qui m'émeuvent. Moi, c'est pas des trucs terre à terre qui vont m'émouvoir, hein. Enfin si, mais moins. Voilà, il se sacrifie et c'est formidable, c'est beau le sacrifice, donc à condition qu'il ait un sens, qu'il soit pas idiot. Et là, donc, il y a une aura poétique qui enrobe tout ça, mais c'est une conséquence. Ce n'est pas de la poésie. J'ai pas voulu écrire un poème. J'ai voulu écrire un beau sentiment, enfin quelque chose de beau, une belle situation, qui forcément nécessite un environnement poétique, esthétique. Voilà. Mais c'est une conséquence là. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une conséquence logique. Et là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, je crée un univers logique, une logique interne à cet univers. C'est-à-dire que les personnages veulent donner un sens à leur vie et ils donnent ce sens à leur vie en se sacrifiant pour les autres, mais en ayant une compensation dans une après-vie qu'on ne connaît pas, on ne sait pas. Par contre, là, le mystère est là, la subjectivité est là, mais ce roman n'offre pas la place à l'interprétation, c'est la trame, ça. Et c'est explicité, enfin c'est dit en toutes lettres. Alors quelqu'un me dit, ah oui, mais une œuvre d'art, ça s'interprète. Enfin, non, là non. Cet aspect-là, non. Ce qui s'interprète, par contre, c'est qu'est-ce qui va se passer après sa vie. Là, on ne sait pas qui sont ces créatures. Là, on peut imaginer, mais pas sur le système, le principe des vases communicants, qui correspond à un sacrifice dont il va être récompensé. C'est très religieux en fait tout ça. C'est tout bête, mais c'est la religion sans la religion, c'est-à-dire la religion sans les aspects intolérants, misogynes, homophobes, etc. Voilà, je recrée une sorte de système religieux auquel j'adhère. Finalement, j'adhère pleinement à ça. C'est formidable. Il y a des aspects extraordinaires dans la religion, évidemment. Sinon, bon, mais elle a été galvaudée, enfin je sais pas comment dire, pourrie finalement par des arrivistes, par des gens qui l'ont mal comprise, mal interprétée. Voilà. Après, l'après-vie, le dieu barbu, et trucs comme ça, moi j'y crois pas du tout. Enfin, ce qu'ils décrivent est trop simpliste. Hein. Je peux pas, je suis plus un gamin, quoi. Ça me paraît pas assez spirituel justement. Mais c'est très important. Donc là, il n'y a pas dans ce roman, dans la trame, il faut adhérer au monde que je décris, à l'univers que je décris, avec ses règles de logique interne. Il faut les découvrir, on les découvre en même temps que le personnage, et on finit par le découvrir assez rapidement. On dit, quelqu'un qui est pragmatique, c'est les vases communicants, son truc. Bon, après, ça me touche pas, parce que moi, le thème du sacrifice, ça me touche pas. Il y en a qui vont dire ça. Mais ils ont le droit de dire ça, mais il faut qu'ils comprennent ce qu'il y a au fond de ce livre. Sinon, le livre tombe à plat, et on se dit, mais qu'est-ce qui est écrit, celui-là? Pourquoi il ne sens pas simplement dans la poésie? Non. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est très très important. Donc cette vidéo, faut arrêtez-la si elle vous ennuie, mais soit vous l'écoutez vraiment attentivement en essayant de comprendre où je vais en venir, sans vous laisser parasiter par vos émotions. Hein. Je sais que les hypersensibles se laissent parasiter par les émotions, et j'en suis au même point qu'eux, hein, dans certains cas, ce qui fait que parfois je l'écoute mal ce qu'on me dit, hein. Pas dans le même contexte d'ailleurs, hein, pas dans parce que je pars sur mon idée, association d'idées, etc. Il y a plein de choses qui bouillonnent et paradoxalement, mes livres, je me demande s'ils s'adressent vraiment à des hypersensibles qui seraient comme moi. Ce serait une catastrophe. Ils n'ont pas forcément les comprendre, mais en même temps, il faut une certaine sensibilité pour les comprendre. Hein. Voilà, c'est ça qui est difficile, et je comprends maintenant, mais des années après, j'avais pas compris que tout le monde n'était pas comme moi, et que ça paraît complexe tout ça. La notion de sacrifice, d'utilité sur Terre, de sens de la vie, tout le monde ne l'a pas. Effectivement, donc ils peuvent pas comprendre où je veux en venir. Ils se disent c'est joli, il écrit bien, il a un certain sens de la poésie, mais non, oui. Mais c'est une conséquence dans ce livre, du moins. Parce qu'en d'autres, c'est vrai. Alors, par contre, j'écris des livres de souvenirs. Là, par contre, paradoxalement, j'écris des choses vraies qui me sont arrivées, concrètes. Et là, il y a une part importante, mais beaucoup plus importante de subjectivité. Et là, vous pouvez vous laisser aller à votre imagination, là, c'est vraiment les plus proches, finalement, de l'œuvre d'art qui peut s'interpréter. Parce que moi, je n'ai pas tout élucidé, j'ai pas créé ce monde, je l'ai pas créé puisque je l'ai vécu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je raconte un événement, le chemin du plafond, je regarde au plafond et je crois que c'est un chemin alors que c'est un mur que je vois, mais je ne sais pas, je suis trop petit, j'ai peut-être 3-4 ans, je sais pas. Et là,
justement, quand quelqu'un lit ça, moi j'en ai une certaine perception, une certaine compréhension, mais on peut en avoir une autre compréhension qui là va m'apporter énormément. Si vous m'en faites part, c'est extraordinaire là. Là, il faut que les lecteurs se laissent aller. Là, ils pourront me dire ah ben oui, mais là quand vous racontez cet événement, vous me dites que pour vous c'est ça l'explication. Je pense aussi que ça peut être ça. Et oui, c'est formidable. Eh ben oui, paradoxalement, un livre qui traite de choses concrètes qui me sont arrivées est plus subjectif qu'un univers que j'ai créé. Parce que l'univers que j'ai créé, c'est moi Dieu, en fait, dans cet univers, et c'est moi qui dirige, qui donne les règles, je les explicite plus ou moins clairement, pas trop clairement, pour pas que ça soit non plus trop simple à comprendre. Faut qu'il y ait un petit peu d'énigme, qu'il y ait un petit peu de d'émoustillement. Bon, très peu l'ont compris, Steve. Ça a été vraiment, je me suis dit, mais je suis peut-être trop intellectuel. J'ai un côté profondément logique en moi, je crois. J'ai vraiment les pieds sur terre. Je suis très pragmatique. À la limite, j'aurais peut-être dû faire de la comptabilité. J'aime bien l'administratif. D'ailleurs, les trucs, les choses carrées dans le travail. Je suis pas les pieds sur terre, la tête dans les nuages, mais les pieds sur terre, moi, vraiment. Et vraiment l'administratif, accueil administratif. J'ai été fait pour ça. Je m'en suis rendu compte trop tard. Et c'est pas idiot parce que ça demande beaucoup de rigueur et d'intelligence. Voilà. Et c'est ça qui fausse. Mais en même temps, ça veut pas dire que j'ai pas un esprit poétique, que j'ai pas une capacité à me projeter dans des mondes irréels, imaginaires, etc. Ça n'a rien à voir. C'est ça qui déconcerte. Voilà, je crois avec moi. Alors, pour les souvenirs, donc, vous pouvez vraiment, là, il y a moins de risques. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, toutes les explications auxquelles je n'ai pas pensé, parce que c'est un univers que je n'ai pas créé, que j'ai subi, même si ce n'était pas forcément désagréable, mais je l'ai quand même subi. Il m'a été imposé cet univers, donc je ne sais pas quels sont les tenants et les aboutissants de cet environnement. Voilà, tout simplement, j'ai pas tout compris, et je comprendrai jamais tout, heureusement. Alors, il y a aussi un livre auquel je pense et qui m'a valu une sacrée brouille parce que c'était un livre d'un auteur que je connaissais et il décrivait, selon lui, une relation amicale entre deux hommes. Alors là, par contre, pour moi, c'était une relation amoureuse platonique. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je peux être amoureux de quelqu'un sans coucher avec lui. Ce qui fait que, pour moi, ça peut être une relation amoureuse. Je fais la différence entre amitié et amour platonique. Enfin, amour pas platonique, c'est pas le terme. Mais voilà, oui, mais ils couchent pas, les personnages, ils sont pas amoureux. Bah si. Moi, j'ai pas envie. Moi, je vous ai raconté. Moi, je suis pourtant pas. Ça me rappelle d'ailleurs Lali Dugé qui disait que les poils pubiens, ça l'a dégoûté. Moi, c'est pas tout à fait ça. C'est un corps qui vieillit. Le visage qui vieillit, ça me choque pas. Au contraire, je peux être très attiré par un visage vieillissant, légèrement vieillissant, mais quand même bien conservé, mais vieillissant, comme le mien par exemple. Je trouve pas trop moche encore, mais un visage comme ça, je le verrais dans le même état de dégradation il pourrait me plaire. Par contre, le corps, là, j'ai beaucoup de mal. Il y a des corps qui vieillissent très mal, et plus les corps vieillissent, pour moi, et ceux qui ont gardé un corps sportif, c'est pour ça qu'il faut que je me force à faire de l'activité pour pas me dégoûter moi-même, et ça vite fait devenir dans certains cas, pas toujours, faut pas que ça peut choquer ce que je raconte, mais tant pis, je suis très honnête, ça peut vraiment me répugner, enfin, voilà. Donc, que les personnages ne couchent pas ensemble, n'ont pas de relation sexuelle, ça veut pas dire qu'ils sont pas amoureux pour moi. Et là, effectivement, cette relation qu'il décrit, là, ça peut échapper à l'auteur, parce qu'il y a le subjectif qui intervient, la conception de ce qu'est un amour, il y a une définition de ce qu'est l'amour et l'amitié, mais qui n'est pas partagée par tout le monde. Moi, j'ai une définition de l'amitié, de l'amour, mais peut-être que d'autres ont une définition un peu plus nuancée ou différente. Ah bah l'amour, c'est quand on couche. Non, on peut très bien coucher avec des amis à la limite, pourquoi pas. Vous voyez, dont on n'est pas amoureux, ça pourquoi pas. Ça me paraît pas inimaginable. Ou des gens, peut-être que certains peuvent avoir des relations sexuelles avec des gens qu'ils n'aiment pas, peut-être. Moi, ça me paraît difficile s'il n'y a pas un minimum d'affection, on va dire, mais bon, pourquoi pas. Déjà, je le ferais difficilement, mais bon, tout est possible. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Il y a la subjectivité, elle se
il faut déjà savoir dans quel univers, se comprendre en tout le long du livre, l'univers dans lequel se situe l'auteur et dans lequel il situe les personnages du livre. Et cet univers a des règles. Les règles, là, celles que je vous ai exposées, c'était en fait les vases communicants. C'est-à-dire que l'un donne sa substance à l'autre qui est vide, mettons, ça le remplit, paf, est bien rempli. Il se retrouve complètement exsangue, il meurt, mais en compensation, il a un au-delà. Et ça, c'est explicité tout au long du livre. Il suffit de le lire avec attention. Voilà. Et pas penser à autre chose, parce que il y a des choses qui peuvent nous détourner de ça. Si on est séduit, par exemple, par le style, l'aspect poétique, notamment, il y a une scène que j'aime beaucoup dans ce livre, avec le couronnement de Charles X. Bon, le Charles X, c'est un roi quand même assez borné, hein, mais il y a un couronnement que j'ai décrit qui était fastueux et qui peut justement détourner l'attention du lecteur, du thème du livre, parce que c'est très poétique, c'est esthétique, c'est... Voilà. Mais il ne reste pas moins que cet univers, il faut le comprendre. Et là, la subjectivité, non, il y a une trame comme un canevas qui est vraiment ferme, terre à terre dans le contexte. C'est pas tellement terre à terre puisque c'est quand même par rapport à l'au-delà, par rapport à la bienfaisance, au sacrifice, mais ça reste une trame paf. Un peu, c'est un mathématicien qui impose sa trame. Il a le droit, hein, c'est son livre. Après, le lecteur, pardon, a le droit d'adhérer ou de ne pas adhérer au livre. Mais c'est ça, c'est une sorte de postulat. Voilà l'univers que je décris. Après, cet univers, je vous aide à le comprendre par le biais du personnage, et le personnage le découvre en même temps que vous, mais cet univers, il est comme ça, la subjectivité n'a rien à y voir. C'est la règle. C'est comme si, c'est pas un dogme, mais c'est presque un dogme finalement. Je sais pas, c'est dogmatique, mais peu importe. Mais après, par contre, effectivement, j'ai décrit cet univers, mais est-ce que à quoi ressemblent ces créatures de l'au-delà? Ça, je le dis pas tellement. Là, je laisse la part à l'imagination. Là, effectivement. Mais si les gens ne comprennent pas que j'ai créé cet univers, c'est comme la science-fiction. C'est pas parce que j'ai un livre à une tendance poétique, c'est une sorte de science-fiction finalement. Voilà, c'est plus de la science-fiction ou un livre de science-fiction, un livre sur l'au-delà, un livre sur le théologique presque finalement, qu'un livre fantastique. Et il y a vraiment un malentendu. Et c'est très intéressant de discuter de ça parce que il y a vraiment un manque de maturité de beaucoup de lecteurs. Hein. Et par contre, ceux qui n'aiment pas se casser la tête, faut surtout pas qu'ils prennent mes bouquins. Ils vont se faire chier. C'est inimaginable. Ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme là? Qu'est-ce qu'il écrit? Qu'est-ce que ça veut dire? Et oui, s'ils attendent un livre de divertissement, ben non. Enfin voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.